deux invités avec nous en plateau pour faire le point sur la situation et la crise SVB aux États-Unis et ses conséquences sur les marchés et sur l'économie. Vincent Mortier avec nous en plateau, le directeur des investissements d'Amundi. Vincent, bonjour et bienvenue. Bonjour les gens. Merci d'être là. Et David Benamou à nos côtés également, associé gérant, cofondateur et directeur des investissements d'Axiom Alternative Investment. Bonjour David. Bonjour. Je commence avec vous David. Axiom, donc spécialiste de l'investissement bancaire à travers la dette bancaire, à travers les actions bancaires. Il y a dans ce monde jamais de petite crise bancaire, David, d'autant plus quand on est dans une configuration de resserrement monétaire historique, d'autant plus quand beaucoup des acteurs de marché aujourd'hui ont encore l'expérience de la grande crise financière de 2008. Donc, c'est un sujet qui mérite une vigilance importante et qui fait remonter le rythme cardiaque de tous les investisseurs de la planète depuis quelques jours. Partant d'une situation bancaire et d'une crise bancaire très spécifique aux États-Unis qui concerne des acteurs régionaux, spécifiques, avec des modèles bancaires spécifiques, avec des pratiques et une gestion du risque spécifique, là aussi, David, est-ce que ce genre de crise, dans le monde actuel, peut se développer en une crise bancaire plus globale ? Alors, d'abord, en fait, SVB, c'est vrai que c'est pas une petite banque. C'est une banque qui, pour donner des proportions, en termes de bilan, c'est à peu près un tiers de la taille de Lehman. Donc, ça reste quand même significatif. C'est vrai que SVB, c'est une banque qui est très très particulière. Alors, on en a beaucoup parlé ces dernières journées médias, mais c'est vraiment une banque avec une très forte concentration de dépôts dans une industrie qui consomme énormément de cash, l'industrie de la technologie, et avec des pratiques bancaires qui proviennent en fait de dérogations qui ont été faites à la réglementation bâloise qui date de 2018. C'est Donald Trump qui a introduit un amendement en fait au Dodd-Frank Act, et donc exonérant les banques de moins de 250 milliards de bilan, d'un certain nombre de contrôles de risque et d'un certain nombre de bonnes pratiques qu'on a en revanche en Europe, même pour les petites banques. Donc il est clair qu'au moment où on parle, on a toujours des tensions très très fortes aux États-Unis et avec en fait un flight to quality qui se fait sur les dépôts, c'est-à-dire les dépôts des petites banques, les déposants des petites banques en fait se retournent vers les grandes. Alors, est-ce que ça peut se propager à l'Europe ou même plus globalement au reste du monde? Nous pensons que non, pour plusieurs raisons. D'abord, en fait, il y a très peu d'exposition entre les banques européennes et les banques régionales américaines. Ensuite, on a en Europe une réglementation qui est extrêmement stricte sur les dépôts. D'ailleurs, on a eu le test avec Crédit Suisse au 4e trimestre de l'année dernière, puisque pour donner des ordres de grandeur, Crédit Suisse a perdu à peu près 130 milliards de dépôts en un trimestre l'année dernière, sans faire de pertes. Pourquoi ? Parce que tout simplement, en fait, le book est hedgé, contrairement à ce qui se passe aux États-Unis. Et aussi sans difficulté sur la liquidité, puisque Crédit Suisse a pu rembourser les dépôts avec, il y a en Europe et théoriquement, plus largement au plan bâlois, un dispositif de liquidité qui s'appelle le ratio de liquidité. Voilà, le ratio de liquidité, LCR. Et celui de Crédit Suisse est passé de 190% à 140%. Donc même encore aujourd'hui, après cette énorme outflow qu'on a eu chez Crédit Suisse, la banque est encore en état de fournir la liquidité. Même le plus mauvais élève de la classe bancaire en termes de gouvernance en Europe, je le dis moi-même, Crédit Suisse, est capable d'absorber un choc que SVB n'a pas été capable d'absorber. Absolument. D'accord. Est-ce que ça suffit à se rassurer, David ? On sait qu'effectivement, le risque, c'est la perte de confiance généralisée. Est-ce qu'à ce stade, la rationalisation du risque bancaire tel que vous la présentez et le schéma de protection mis en place par les autorités de régulation aux États-Unis de manière assez rapide, est-ce que c'est suffisant pour rassurer les investisseurs qui ne semblaient pas l'être tant que ça encore hier, David? Non, aux États-Unis, visiblement, pas encore. Alors, le dispositif qui a été mis en place, c'est un dispositif qui a été mis en place en fait assez rapidement. Il va être utile pour ces deux banques-là, mais il sera nécessairement, on devra nécessairement en fait le modifier si la crise s'étend.
C'est-à-dire, si on a besoin de garantir plus de dépôts que ce qui est prévu aujourd'hui dans la garantie proposée. Exactement. Si d'autres banques régionales sont en difficulté. Et il faudra faire deux choses. Donc, étendre ce dispositif de garantie et de protection pour assurer la survie, entre guillemets, du plus grand nombre de banques régionales. Et immédiatement après, surtout, ce qu'il faudra mettre en place, c'est un très grand chantier réglementaire pour mettre ces banques dans une situation de réglementation de base normale. Parce que ce qui s'est passé en termes de gestion de bilan est totalement hallucinant quand on voit ça d'un point de vue européen. C'est des banques qui, alors sous les 250 milliards de bilan, qui ne passaient même pas de stress test. Il n'y avait pas de test sur les ratios de liquidité, notamment, je crois, pour ces banques à moins de 250 milliards de bilan. SVB étant très proche quand même de ce seuil-là. Exactement. Et dont le CEO a fait plusieurs fois du lobbying pour repousser la limite au-delà des 250 milliards. Donc voilà, c'est des banques sur lesquelles vous n'avez pas de couverture. Donc la duration du book de SVB, c'était 6. Ce qui est totalement hallucinant en période de hausse de taux. Déconnexion totale, quoi. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça que c'est ce qui s'est passé. Et alors c'est toujours facile de le dire après coup, mais en tout cas, n'est pas surprenant, surtout quand on compare aux pratiques et à la réglementation européenne. Sur le phénomène de fuite des dépôts qu'on observe et qu'il faudra quantifier évidemment, donc des banques régionales américaines vers les 5-6 grandes banques majeures systémiques, quel va être l'impact pour les banques régionales, la profitabilité des banques régionales, et pour les 5-6 grandes banques majeures américaines qui visiblement sont en train de rappeler des gars le week-end pour pouvoir ouvrir les comptes qu'on leur demande d'ouvrir en urgence. Alors, ça va être assez terrible, mais d'un autre côté, ce qu'il y a d'amusant, c'est de faire juste un petit parallèle avec la réglementation et la valorisation. Donc, avant, une banque régionale, en fait, US, avec une réglementation très très légère, c'était 20 fois les résultats. Donc aujourd'hui, maintenant, c'est 5 fois les résultats. Et globalement, je pense que c'est un bon indicateur et ça pourrait même se détériorer parce que ce qui se passe, en tout cas d'un point de vue funding, c'est que pour retenir les dépôts, les petites banques régionales vont devoir payer beaucoup plus les déposants. Et en revanche, JP Morgan et autres qui reçoivent des afflux massifs de dépôts ont probablement beaucoup moins besoin de rémunérer les dépôts. Donc ça va être clairement un transfert de profitabilité, on peut dire. Oui, c'est ça. Absolument. Vers les grandes banques. L'autre risque qu'on surveille, donc c'est le risque de taux et de duration, vous l'avez très bien exprimé, effectivement, avec une déconnexion. Alors, sachant quand même que le métier de transformation, c'est aussi la base normalement du métier de banquier. Donc il y a toujours cette déconnexion entre les engagements et la duration des actifs, le tout étant de cadrer ça quand même dans les limites qui soient acceptables et normales. Ça n'était pas le cas chez SVB. Néanmoins, ce risque de taux, ce risque de déconnexion entre la duration des actifs et les engagements, on le retrouve dans d'autres institutions financières. Ça a été aussi un thème au cœur de la crise des fonds de pension britanniques, par exemple, en octobre dernier. On a vu ce matin quelques grandes institutions financières japonaises qui étaient, là aussi, par effet de contagion, un peu sous pression. Le marché va aller tester, regarder au plus près la manière dont ce risque de taux est géré aujourd'hui par les grandes banques. Oui. Et alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce point de vue-là ? L'histoire, qui est vraiment très intéressante, en tout cas pour les banques européennes, c'est que il faut se souvenir que près 2008, les banques européennes étaient, enfin certaines d'entre elles, en particulier les banques allemandes, étaient des championnes de la transformation. Dexia était, voilà, typiquement le modèle économique de Dexia, c'était la transformation. Donc 2008 est passé par là, et puis évidemment la réglementation bâloise qui est venue complètement contraindre la transformation. Donc il y a évidemment le ratio de liquidité, il y a aussi ce qu'on appelle le Net Stable Funding Ratio. Tout ça vient encadrer la possibilité de faire de la transformation pour des banques. Alors en Europe, la manière dont ça se passe, c'est que la possibilité d'avoir en fait vos livres de prêt non hedgés est très très limitée. C'est-à-dire que on pratique des stress tests périodiquement et la limite qui a été fixée par le régulateur, c'est un impact pour 200 points de base de mouvement de taux. Sur l'ensemble de la courbe, voilà, c'est ça ? Limité à 15% du CET1, donc du Core Equity Tier 1 de la banque. Voilà. Le ratio de solvabilité cœur de la banque. Exactement. Et si une banque est en situation de dépasser les 15%, le régulateur peut lui assigner des couches de capital complémentaires. Très clair.
Donc, chez nous, mais c'est l'histoire. C'est parce qu'on a eu historiquement des problèmes avec la transformation. Il y a aussi la crise de la zone euro est passée par là. Et donc, c'est pour ça que le régulateur est beaucoup plus strict sur les couvertures de taux. Et donc, on est dans une situation très particulière en Europe. Les grandes banques américaines appliquent à peu près cette réglementation-là. La grosse différence, c'est les couvertures de taux qu'on trouve pas vraiment, en tout cas, ou beaucoup moins présente en fait qu'en Europe. Et puis l'autre zone, effectivement, c'est le Japon, les banques japonaises, où là, pareil, on a assez peu de couverture, mais il y a d'autres backups. La Banque centrale achète des actions, donc oui. Il y a d'autres filets de sécurité. Il y a d'autres filets de sécurité. Non, mais j'en reviens à l'Europe, du coup, et je comprends que 10 ans de régulation forcenée en Europe permettent aujourd'hui d'être peut-être plus confortables avec la situation des banques européennes par rapport à leurs pairs américaines ou japonaises. Sur le plan de l'investissement, qu'est-ce qu'on fait avec l'exposition aux banques européennes aujourd'hui, sachant quand même que pendant des années, les acteurs bancaires ont réclamé des taux plus élevés en disant c'est bon pour nous, ça va nous aider à faire notre métier. Et là, on se retrouve à un moment où, mince, les taux atteignent peut-être des niveaux qui deviennent compliqués à gérer pour certains acteurs. Qu'en est-il pour l'investissement, le cas d'investissement des banques européennes aujourd'hui ? Ça va se voir dans les résultats. Nous, on s'attend à des résultats encore stratosphériques des banques européennes. Alors certes, les valorisations aujourd'hui sous pression de la panique, d'un risque de contagion, mais il n'y a aucun élément rationnel qui permet de dire que les résultats des banques européennes dans les prochains trimestres seront affectés par ça. Au contraire, le risque de taux est extrêmement bien géré. Donc ce qu'on appelle le deposit bêta, c'est-à-dire la quantité, le taux d'intérêt que récupère la banque de la BCE et qu'elle repasse au client final en Europe est relativement faible. Il y a peu de compétition en Europe, contrairement aux États-Unis. Donc voilà. Et quand on regarde les valorisations, à moins de 6 aujourd'hui, moins de 6 fois les résultats, c'est comme disent les anglo-saxons, un screaming buy. Ouais. Voilà, modulo une psychologie de marché qui devra redevenir un peu plus favorable peut-être pour que s'exprime la valeur des banques européennes. La psychologie de marché, ça c'est sûr qu'on verra quand elle s'adapte, etc. Mais moi je parlais simplement en fait des résultats. Très clair. Et de ce qu'on peut attendre d'éléments objectifs. Et ils seront très très bons. Merci beaucoup David, merci pour ce décryptage précis, précieux de la situation de marché sur le plan bancaire, notamment avec le choc SVB, toujours en cours. David Benamou, associé gérant d'Axiom Alternative Investments.